Nous sommes de retour dans le live de TV Finance du 17 juin 2025, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité pour éventuellement la modéliser sur l'évolution des marchés financiers, mais également on s'essaye de comprendre l'univers macroéconomique plus global, plus largement, et éventuellement en tirer quelques ficelles pour faire de la prospective, puisque crypto-monnaie, blockchain, informatique quantique, monnaie numérique des banques centrales, la monnaie est en pleine mue. Longtemps outil neutre au service des échanges, elle devient aujourd'hui un instrument de pouvoir, un support d'idéologie, parfois même un projet de société. Mais alors, qui doit contrôler la monnaie de demain? Les États, les peuples ou bien les algorithmes? Eh bien, face aux bouleversements technologiques, géopolitiques et sociaux, une question revient et s'impose même. La monnaie doit-elle rester un pilier stable ou devenir un levier de transformation? Entre la neutralité monétaire défendue par les institutions et la vision d'une monnaie consciente portée par certains acteurs alternatifs, eh bien, le débat est ouvert. Et pour débattre aujourd'hui, deux visions s'affrontent. D'un côté, Yann Le Floch, bonjour. Vous êtes un entrepreneur qui s'interroge sur les fondamentaux de l'économie contemporaine. Nathalie Janson, bonjour. Bonjour. Nathalie, on vous connaît, vous intervenez très régulièrement chez nous et puis sur les plateaux. En règle générale, vous êtes économiste, professeur à Neoma Business School et spécialiste des questions notamment monétaires. On va commencer dans cette première partie à se poser la question de savoir où en est la monnaie face à la révolution quantique, puisque l'informatique quantique, crypto-monnaie, monnaie numérique de banque centrale, une chose est sûre, la technologie bouscule la monnaie, mais au fond, qui prend vraiment le pouvoir? Les États, les marchés ou bien les machines? Yann, est-ce que la technologie est en train de prendre le pouvoir sur la monnaie, selon vous? Pour moi, la technologie questionne la monnaie en profondeur. Dire que la technologie prend le pouvoir sur la monnaie, ce serait excessif. On l'a vu au travers du contrôle que l'ordre régalien a pris sur l'avenir de CZ, de Binance. On l'a vu au travers d'FTX aussi et l'évolution de Sam Friedman. Donc je pense qu'on est plus dans une forme d'équilibre entre la technologie qui vient questionner un certain nombre de fondamentaux de la monnaie, sur sa nature, sur sa définition, sur son fonctionnement, et un ordre monétaire, une monnaie qui continue de manière classique à réaliser son rôle, et en même temps qui peut voir dessiner des horizons, des nouveautés, qui iront dans un sens ou dans l'autre au gré des évolutions et des consensus. Ok, très clair, mais donc du coup, vous répondez pas à ma question. Est-ce que la technologie prend le pouvoir sur la monnaie? Oui, elle questionne la monnaie, mais elle prend pas le pouvoir. Aujourd'hui, l'ordre monétaire, pour moi, a toujours le pouvoir sur la monnaie. La technologie a un pouvoir très fort, on l'entend, mais je pense qu'on peut faire l'analogie avec Internet. Au moment de la révolution d'Internet, il y a de nombreux écosystèmes qui sont créés. Est-ce que Facebook, est-ce que TikTok a pris le contrôle sur l'information? À certains égards, oui, dans l'usage, mais sur les sujets régaliens, et on le voit aujourd'hui, de manière mesurée. Donc je pense qu'il y a un équilibre. On peut considérer que la technologie a pris le contrôle sur la monnaie, mais je pense qu'on est dans un équilibre entre la force de l'ordre monétaire du clergé régalien et la force du clergé technologique qui rentre dans un jeu d'équilibre. On l'a vu aussi avec la tentative de Facebook de créer une monnaie sur son réseau Libra, exactement. Donc on ne peut pas dire que la technologie s'impose en toute chose. Elle a une force extrêmement puissante, mais elle crée énormément, mais il reste des jeux d'équilibre entre le pouvoir régalien monétaire et le pouvoir technologique. Ce qui a peut-être fait la différence avec les précédentes évolutions monétaires, avec effectivement l'ordinateur, tout le côté techno, c'est qu'en fait, pour la première fois, le monopole en fait régalien sur la monnaie a sauté, parce qu'avant vous aviez des concurrents, mais c'était pas des concurrents de la banque centrale. En fait, on avait effectivement des PayPal qui sont nés, on a eu des moyens de paiement fournis qui étaient en concurrence avec les banques, mais pas avec. C'est pas de frapper monnaie. Exactement. Alors que là, en fait, alors c'est pas, oui, on peut dire frapper monnaie, mais là c'est surtout qu'en fait la technologie a permis de réaliser des paiements sans qu'aucun des acteurs classique au sommet de la pyramide de la Banque centrale ne soit en fait au courant. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent le faire sans qu'elle soit au courant. Et ça c'est l'innovation portée par la technologie qui n'a effectivement n'a jamais existé avant. C'est-à-dire que dans les autres évolutions, on va pas aussi loin. D'accord. Alors que là, effectivement, on bat en brèche, en fait, le monopole d'émission. Le monopole d'émission de la monnaie. Vous parlez des banques centrales. Les banques centrales ont bien compris qu'il ne fallait pas qu'elles restent hors jeu par la force des choses. Est-ce qu'elles ont quand même pris du retard face à ces enjeux technologiques?
Bon, les banques centrales sont rarement en avance, hein, en général, faut le savoir, et c'est normal, puisque de toute façon, elles sont pas au cœur du marché. Donc, alors après, elles peuvent avoir des visions politiques ou des visions géopolitiques. D'ailleurs, c'est tout à fait la stratégie dans laquelle s'inscrit ce que fait la Banque centrale chinoise, qui est très déterminée dans ses visées géopolitiques, mais elle est rarement en avance. D'ailleurs, si on prend effectivement le cas de la Banque centrale chinoise, elle a réagi en fait au projet Libra quand elle a commencé à accélérer son projet de monnaie de banque centrale digitale. En fait, elle l'a fait en réaction à. Donc on voit bien que effectivement elles sont rarement en avance. Effectivement, elles sont plus en réactivité. Et effectivement, c'est parce qu'elles ne sont pas au sein d'un marché. Elles ne sont pas soumises à la concurrence. Elles n'ont pas à répondre à des impératifs. Alors, sauf effectivement l'impératif géopolitique. Donc, quand elles voient qu'il y en a un, effectivement, ça les amène à réfléchir. Et dans en fait cette évolution, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est qu'en fait, ce virage sur la techno, il a été pris paradoxalement en premier par les pays en voie de développement, parce que dans ces pays où les institutions sont faibles, en tout cas, elles sont faiblement reconnues par la population, très vite, ces moyens technologiques de paiement qui bypassent la Banque centrale, sont apparus comme des solutions. Et donc, c'est pour ça que c'est eux qui sont partis en premier. Et je me rappelle au début où je regardais les développements sur les monnaies de banque centrale numériques, eh bien, les projets répertoriés par la Banque des règlements internationaux dans les années 2017, 18, 19, c'était principalement des projets menés par des pays en voie de développement. Okay. Et après Libra, ça se renverse et tous les pays développés en fait s'engouffrent dedans. Ok. Yann, est-ce que, donc on va revenir sur le côté très technique, très technologique. L'informatique quantique est-elle en passe de rendre les crypto-monnaies obsolètes? Alors pour moi, non, parce que si vous avez de l'informatique quantique, vous avez de la cryptographie quantique. Donc ça demandera d'adapter les systèmes cryptographiques. S'il y a une informatique quantique plus puissante qui émerge, il y aura probablement un consensus pour changer un certain nombre d'algorithmes, y compris probablement sur le Bitcoin, parce que les miners, les différents porteurs de Bitcoin ne vont pas laisser le Bitcoin perdre sa solidité. Donc l'informatique quantique permet certes de hacker quelque part un certain nombre de cryptographies classiques, mais elles permettent de créer de la cryptographie quantique. Donc les choses devraient s'équilibrer, à mon sens, sur moyen et long terme de ce point de vue-là. Par contre, il s'agit d'anticiper, mais on voit aujourd'hui qu'il y a une forme d'anticipation qui se fait de ce point de vue-là au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc je pense que les choses suivront un axe naturel et sans révolution majeure, en tout cas sur cet aspect de l'informatique quantique. Ok, très clair. Nathalie, pareil, est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies sont en phase de devenir obsolètes ou bien au contraire elles vont s'adapter comme le dit Yann? Je pense que vu la façon dont elles ont émergé, c'est-à-dire qu'en fait, la technologie ont permis de répondre à des problèmes de sécurité de paiement sur le commerce sur Internet à distance. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait des très belles solutions sur le commerce physique. En plus, les Français ont fait nombreuses reprises des cocoricots, puisque c'était nous qui étions les pionniers de la carte à puce. Mais la carte à puce sur Internet, ça ne fait pas grand-chose. Enfin, ça ne sécurise pas les paiements. Donc, eux, ils ont émergé de toute façon comme des solutions qui étaient attendues. C'est-à-dire qu'effectivement, pour pouvoir avoir une expansion du commerce sur Internet, il fallait en parallèle trouver une façon de sécuriser une bonne fois pour toutes les paiements. Donc, donc ça a émergé comme une réponse à des problèmes. Et là, comme le disait Yann, je pense que tout simplement, ce sera une autre évolution de la cryptographie et ils s'adapteront. Enfin, je pense qu'ils font partie du même monde. Donc, je pense que les développeurs de Bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie suit les développements quantiques. Je veux dire, ils sont pas à côté. Non, ça ne me concerne pas. Ils savent très bien qu'effectivement, ça les concernerait puisque ça rendrait effectivement obsolète ce qui est actuellement. Donc, ils vont surtout pas laisser passer cette opportunité de s'adapter. Le plan, je pense qu'il est déjà prévu à la Bitcoin Foundation sur sans cette doute, oui. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi ?
Pourquoi? Parce que c'est essentiel, la survie. Ouais. Alors justement, si c'est essentiel, vous dites, mais c'est essentiel aussi pour les acteurs, je dirais, plus classiques, plus centralisés. Si jamais on parlait des banques centrales qui avaient un temps de retard, si elles échouent par la force des choses à prendre le relais, est-ce qu'on peut supposer que, apparaisse un pouvoir technologique autonome? C'est possible, ça? Pouvoir technologique autonome, je crois qu'il existe déjà. Enfin, aujourd'hui, des Coinbase, des Binance, l'ensemble de l'écosystème crypto, les grands exchanges et les grands banques, quelque part, de la crypto-monnaie, c'est devenu un nouveau clergé monétaire. Et comme le disait Nathalie tout à l'heure, ces technologies ont quelque part libéré la capacité à créer monnaie, à imprimer monnaie, pour reprendre le terme que tu disais, Louis-Antoine. Donc, ça va continuer à évoluer dans le sens, d'une forme de maturité. Et les banques centrales vont être des acteurs, tout comme les banques, crypto. Et peut-être aussi, verra-t-on, des banques centrales naître sur les actifs crypto. On a le Bitcoin qui est souvent qualifié d'or numérique. L'histoire des banques centrales, c'est de l'or qui a été rassemblé par différents acteurs et qui se sont rassemblés ensuite pour créer des banques centrales. Donc, est-ce qu'on va voir sur les actifs numériques, sur le moyen-long terme, le même genre d'évolution, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs crypto qui se rassemblent pour créer, sur la base d'actifs digitaux, des banques centrales? C'est assez probable. Donc, je pense qu'on est sur une évolution nouvelle, un nouveau clergé, de la mise en concurrence, de la mise en innovation par cette concurrence. Et de ce point de vue-là, on ne peut que saluer, à mon sens, cet élan. Oui, tout à fait. Je pense que les évolutions sont... à toute période de l'évolution monétaire, dès lors où il y a un processus concurrentiel qui s'instaure, effectivement, on va avoir des nouvelles évolutions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les banques centrales vont pas devenir obsolètes. Déjà, elles répondent. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont essayer de mettre des bâtons dans les roues. C'est ce qu'elles... en Europe, par exemple, on a créé Mika, qui est quand même une façon de mettre des bâtons dans les roues, à ceux qui veulent s'approcher trop près. Donc, je pense qu'effectivement, c'est comme ça que ça va aller. C'est-à-dire qu'on va pas... Les banques centrales vont pas laisser... leurs privilèges, surtout parce que c'est rattaché souvent au financement de l'État. Et l'État va pas comme ça se laisser prendre cette capacité à pouvoir capter de l'argent facilement pour pouvoir financer ses déficits et donc voir son pouvoir limité. Je pense qu'il a de belles perspectives pour justement contrecarrer. Pas grand-chose va changer finalement par la force des choses. Finalement, il n'y a pas de révolution monétaire. C'était un peu le sujet sur lequel on était en train de... En même temps, si. Alors, non, si le cadre on est trop poli, juridique, politique reste le même, il n'y a aucune révolution. On est trop poli avec Nathalie. Mais ce que je veux dire, probablement. Il y a des technologies qui révolutionnent la potentialité sur ce que peut être la monnaie. Est-ce que la monnaie peut être échangée en pour tout pire? Est-ce que ça peut devenir des métaux numériques ou l'or numérique, comme on parle pour le Bitcoin? Est-ce qu'on peut créer des monnaies intelligentes? Est-ce qu'on peut... La monnaie consciente. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on a des langages de programmation qui sont Turing complete. On peut aller très loin dans la forme de la manière de faire évoluer le produit monétaire. Moi, je suis historiquement un financier produit, un ingénieur financier produit. Donc, la monnaie peut prendre des formes très multimorphes. Donc, il est évident que dans ce jeu de concurrence, il y a des acteurs qui vont créer certains types de produits monétaires au sens, je dirais, fondamental du terme, c'est-à-dire des monnaies avec des propriétés à définir, et des acteurs qui vont répondre. Est-ce que les banques centrales peuvent répondre? Oui. Est-ce que les acteurs type Facebook, on voit que Facebook revient sur le sujet Libra en ce moment, d'autres acteurs aujourd'hui dans le monde de la crypto qui ont concentré pas mal de capital qui leur permet d'innover, avoir un impact de marketing et d'innovation fort? Oui. Et donc, il va y avoir un jeu de concurrence marqué. Mais est-ce que ça va être des choses probablement assez progressives et même si Facebook crée, par exemple, un nouveau token ou une nouvelle monnaie, est-ce qu'il sera en capacité de changer fondamentalement la vie des citoyens du jour au lendemain? Peut-être, mais je pense qu'on sera dans des changements progressifs. Oui, en fait, je pense que les termes se posent davantage par rapport à cette idée de révolution. On a eu une révolution, finalement, quand on regarde l'histoire monétaire, qui était l'abandon de l'étalon or, parce que ça a vraiment marqué une nouvelle ère en matière de possibilité, exactement, de possibilité en fait d'avoir une création monétaire avec des limites qu'on a récemment expérimenté. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu toute une période où on s'est dit, mon Dieu, on va créer à l'infini. Finalement, ça s'est fait, mais
dans les années 70, il y a eu cet épisode d'inflation majeure, et puis finalement, ça s'est calmé. Et à l'occasion, en fait, du nouveau, enfin, du 21e siècle, finalement, ça a été ce siècle, enfin, ce début du 21e siècle, qui a vu jusqu'où on pouvait aller dans la création monétaire, débrider. Et en réalité, celui qui a donné le ton, c'est pas 2008 comme on le dit souvent avec la crise des subprimes, mais c'est le Japon quand il est venu au secours de son secteur bancaire à la fin des années 90, que c'est le premier à avoir fait cette fameuse politique totalement empirique et pas du tout théorique qui s'appelle le quantitative easing. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est expérimenter jusqu'où je peux aller dans le débridage monétaire pour voir si finalement je génère quelque chose comme de l'inflation ou alors je disloque les marchés. Et finalement, on s'est aperçu que non, il n'a pas disloqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets pervers, mais en fait, il n'y a pas eu de dislocation. Et puis finalement, il a été copié par les États-Unis. Puis finalement, nous, on a copié aussi à l'occasion de la crise des États-Unis. Puis hop, on s'est tous mis à créer de la monnaie comme ça, jusqu'où on ne sait pas. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, là où la révolution techno peut avoir un mérite, c'est que peut-être qu'avec... dans des pays qui en abusent, où ça se passe mal, donc on l'a vu comme en Argentine, par exemple, finalement, c'est un refuge. Donc il faudrait on a une espèce de rappel à l'ordre. Donc avant, c'était l'or, qui était beaucoup plus un rappel à l'ordre beaucoup plus direct. Donc on pourrait peut-être voir la techno comme un rappel à l'ordre dans ce désordre monétaire, la monnaie qui s'est libérée avec sa désindexation à l'or. Et peut-être qu'effectivement, à l'occasion de ces multi-crises qui se répètent, peut-être que finalement, les gens vont finir par adopter de plus en plus ce réflexe crypto pour s'immuniser en fait du désordre monétaire. Mais alors le désordre monétaire, comment est-ce que donc ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que d'un côté on a désordre, de l'autre on aurait l'ordre. Ça veut dire que d'une certaine façon il faudrait inculquer, il faudrait mettre dans cette monnaie des valeurs éthiques, la rendre peut-être consciente. Ok, mais dans ces cas-là, qui décide de ces valeurs, qui décide de les incorporer dans cette monnaie-là? Est-ce que... qui déciderait, Yann? Qui déciderait aujourd'hui, les banques centrales décident de leur politique. Aujourd'hui, la crypto, il y a aussi une forme de centralisation, pas technologique, pas dans l'usage, mais dans la forme des décisions clés. Donc on a des pouvoirs qui décident. Par rapport à ce dual que tu mettais en avant entre l'ordre et le désordre, moi, je crois vraiment à la multiplication, à la diversité, disons, des produits, peut-être pas la multiplication, mais la diversité des produits monétaires avec différentes fonctions, différents usages, différentes capacités, et positives et négatives. Et Nathalie mettait en avant quelque part les défauts d'une certaine politique keynésienne des banques centrales au travers de l'impression monétaire. Ça peut aussi avoir de la valeur si vous créez de la richesse. Mais imprimer monnaie, ça veut dire créer de la richesse sans dualité. Si vous ne le faites pas, auquel cas, ça crée de l'inflation, ça crée des déséquilibres. De la même manière, le Bitcoin a une force essentielle qui est comme l'or, d'avoir une quantité finie ou en tout cas encore mieux que l'or, définie comme telle. Pour le coup, on sait. Oui, c'est vrai, encore mieux que l'or. Oui. Mais disons qu'on considère qu'il y a 250 000 tonnes de réserves d'or sur Terre, il y a 21 millions de Bitcoin, et sur cette base, on peut construire des étalons. Ce qui est très positif. Et pour autant, moi, je ne pense pas que la monnaie, mais c'est un débat historique en fait, peut ou doit se sortir de potentiellement la capacité keynésienne à faire de la politique, dans le sens noble du terme, pour quelque part équilibrer les jeux de marché. Donc, est-ce que et les deux peuvent être complémentaires, c'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Donc, par rapport à à cette mise en perspective, est-ce qu'on peut réaliser de la politique keynésienne sur des banques, sur de la politique de banque centrale, ou voire même sur de la politique de crypto-monnaie? Oui. D'ailleurs, c'est ce que, à certains égards, fait Ethereum dans sa gestion des tokens. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, on peut rajouter des politiques? Oui. Est-ce que ces politiques peuvent être éthiques? Oui. Via la monnaie programmable. Est-ce qu'elles peuvent être autre chose qu'éthique, où chacun a son éthique? Est-ce que ça peut être des politiques autoritaires? Est-ce que ça peut être des politiques, je dirais, plus restreignante? Oui aussi. Donc, alors qui décide? C'était ta question initiale. Qui décide? Ça peut être ou la démocratie, et c'est un peu l'esprit historiquement des crypto-monnaies, une vision collective, ou ça peut être un ordre. En fait, oui. Moi, je pense qu'il faut un équilibre entre, je te le disais l'autre jour, entre l'horizontal et le vertical, entre le collectif et l'individualité, je dirais, verticale. Donc, c'est l'idéal. Est-ce que c'est possible que ce soit le cas? C'est totalement idéal. A priori, non.
Jusqu'à maintenant, en tout cas, non. Jusqu'à maintenant, les choses sont assez concentrées, oui, en effet. Nathalie, est-ce que c'est justement en restant neutre qu'on permet de soutenir la liberté individuelle? Alors là, on revient effectivement au rôle de la monnaie, de comment elle s'est développée historiquement. Et effectivement, il y a deux visions, si je simplifie le débat évidemment, qui s'affrontent. C'est la monnaie comme processus de marché qui émerge. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a... je vais effectivement être très caricatural, mais je pense que dans l'approche plus libérale de la monnaie, en fait, ce qu'on voit dans le marché, ce sont des entrepreneurs qui résolvent des problèmes. Il y a un problème, il y a une solution. En fait, c'est parce qu'il y a un problème que des entrepreneurs vont proposer des solutions. Et je pense que dans l'évolution en fait, des moyens de paiement, qui était le problème à régler, c'est-à-dire que je produis des choses, il faut que je les échange, et j'ai un problème parce que faut que je comprenne à qui je peux échanger vite. Et bien, l'intermédiaire des échanges, c'est-à-dire le moyen de paiement, a vite émergé comme une solution. Et effectivement, on s'est aperçu que très vite, on a convergé vers des métaux parce que c'était plus pratique. Enfin, voilà. Donc, on est toujours vraiment dans le problem solving, en fait. Et donc, en fait, l'approche libérale, elle dit, en fait, la monnaie, c'est pas qu'elle est neutre, mais c'est qu'en fait, elle émerge d'un processus de marché pour résoudre des problèmes. Et donc, elle n'a pas cette approche, en fait, constructiviste liée, en fait, au pouvoir et à l'État. Finalement, c'est ça qui oppose. Donc, dans une version plus effectivement étatique, on a souvent derrière cet objet qu'est la monnaie et qu'on va construire par rapport à ce qu'on veut que la monnaie en fait fasse. Et au niveau de l'Europe, c'est ce qu'on a fait aussi avec l'euro, c'est-à-dire qu'on a une approche constructiviste. Et alors après, on peut avoir une approche, on peut avoir des monnaies construites, comme aujourd'hui, il y a des propositions monétaires, puisque ceux qui proposent des cryptos ont bien un projet qu'ils vont vendre. Et là, après, effectivement, il y a le débat est-ce qu'effectivement la différence entre un État et des projets monétaires privés, c'est qu'il y en a un, il est proposé, donc si les gens n'en veulent pas, ils ne l'utilisent pas, et ça n'a pas de suite. Dans un projet plus centralisé qui est donc adoubé par le pouvoir public, là, il peut être imposé. C'est toute la différence entre les deux. Moi, sur cette question de neutralité, je pense que la monnaie n'est pas neutre par définition. Qu'on le veuille ou non, tu dis qu'un pouvoir public peut imposer une monnaie. Mais je veux dire, si demain, des grandes sociétés comme Facebook, on le voit sur WhatsApp, on nous impose une monnaie, on l'utilisera aussi, par la force de l'usage. On pourra utiliser une ou une autre. Donc, finalement, le pouvoir privé aujourd'hui... Il y a la coercition, il faut distinguer la coercition de ce qu'il est. Mais quelque part, le pouvoir privé a un pouvoir d'imposer comme le pouvoir public. La coercition ne fait pas partie des attributs du privé. Je veux dire, dans l'usage des data qui peut être fait aujourd'hui par le secteur privé, on peut se poser la question, quelque part, de savoir si on a toute liberté. Oui, mais là, c'est autre chose. C'est parce qu'on a des problèmes de définition de droit de propriété. Alors que là quand je dis le droit de coercition, par exemple, le cours légal, c'est un privilège de l'État. Tu peux pas être cours légal quand tu es privé. J'entends, mais ce que je veux dire, c'est que dans la pratique, le pouvoir, qu'il soit privé, public ou privé, il s'autorise des choses. Voilà. Dans le respect ou pas des citoyens. Donc la neutralité de la monnaie, quand on voit que les banques centrales historiques se sont construites sur des réserves d'or qui sont liées à des guerres, à l'esclavage principalement, et aussi à du commerce, mais voilà, est-ce que... Je remonte loin, mais l'or, est-ce que ça, c'est neutre comme construction? De la même manière, dans le système fiat traditionnel, je veux dire, la monnaie diffuse du haut de bilan financier vers le bas. Est-ce que c'est une neutralité totale? Non plus. Mais même dans les cryptos, à certains égards, dans la manière dont certains jeux politiques se font, on le voit sur Ethereum, on l'a vu sur d'autres structures, Ripple, XRP, je veux dire, les choses ne sont pas neutres. Donc, à certains égards, cette notion qui voudrait dire la monnaie est neutre, c'est quand vous êtes maître du jeu. Vous dites, jouer avec ma monnaie, elle est neutre. Quand vous n'êtes pas maître du jeu, vous pouvez questionner quelque part, à certains égards, cette neutralité. Donc, je pense qu'un équilibre est peut-être nécessaire et il peut s'exprimer au travers d'un équilibre, je dirais, de monnaie publique et de monnaie privée et au travers peut-être de différents produits qui peuvent répondre à différents besoins, que ce soit public ou privé. Oui. Pour revenir sur la neutralité aussi, la question de la neutralité, elle peut avoir différents aspects. Donc là, effectivement, dans le langage monétaire très traditionnel, la neutralité de la monnaie, ça veut dire qu'en fait, elle ne va pas créer
au niveau de l'activité économique des biais de formation dans les prix. En fait, c'est ça pour nous. C'est juste le rapport offre-demande. Il n'y a pas de biais introduit, donc on va pas. C'est la différence entre l'approche monétariste qui dit qu'en fait la monnaie n'est qu'un voile, et puis l'approche plus keynésienne où on va avoir ce qu'on appelle une monnaie, on va avoir une gestion active de la monnaie. Oui. Donc c'est pas. Je pense donc de ce point de vue-là, effectivement, on a des sujets un peu différents, mais il est vrai que de façon ultime, de toute façon, la monnaie n'est jamais neutre, puisque de toute façon, le processus des prix, c'est justement un processus. Donc, il va incorporer des informations au fur et à mesure, et forcément, ceux qui prennent des décisions les prennent à un instant T où la monnaie, elle influence leurs décisions. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, il est difficile réellement d'avoir une monnaie neutre. Ça a été la grande, je pense, peut-être la grande simplification d'une partie de la théorie monétariste. Mais je pense que ce qu'il voulait opposer, c'était qu'il n'y avait pas de pouvoir qui faisait de l'activisme monétaire. En fait, c'était ça. En fait, alors que vous demandez un peu d'activisme monétaire, justement. Moi, je crois en la démocratie, en la République. Sans ambiguïté, je crois à sa capacité à être acteur, quelque part, sur les aspects monétaires. Alors aujourd'hui, c'est là le désaccord. L'État aujourd'hui, ou disons le régalien, est vu comme peut-être quelque chose qui ne permet pas de faire fonctionner l'économie. Et en même temps, je dirais que en France, par exemple, aujourd'hui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, les gens se retrouvent être gaullistes. La période gaulliste, non mais c'est une réalité. Donc, la période gaulliste, c'est une période où l'État a été fort pour construire, que ce soit le Concorde, le TGV, les centrales nucléaires et autres. Donc l'État prouvait avoir une capacité à être acteur. Une période pendant laquelle, je crois que c'était jusqu'en 1959, l'État fixait notamment le prix du pain, et pas que. On sortait de la Seconde Guerre mondiale. Oui, non mais je dis pas que c'était bon ou mauvais. Avec aujourd'hui. Non, on est d'accord, mais justement, à l'époque, on avait une forme d'équilibre régalien, et l'État, c'était l'État social, quelque part, qui était capable d'équilibrer les choses. Ensuite, les choses ont évolué. D'ailleurs, on remarquera dans cette évolution que cet État s'est laissé fortement financiariser dans l'esprit. Comme la société, comme le temps. Économique à un autre. Oui, bien sûr. Voilà, mais dynamique. Et là, l'État n'a plus été en capacité, probablement, à être aussi efficace qu'il avait été avant. Donc, en fait... Donc, la monnaie doit prendre le relais. Non, pour moi, la monnaie peut être un outil pour prendre le relais. Moi, je crois autant à la capacité privée, à l'initiative privée, qu'à l'initiative publique et régalienne. Mais je pense qu'un équilibre est possible entre les deux, et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Donc, je veux dire... je pense que, quelque part, chacun est en capacité de créer des produits qui répondent à des besoins spécifiques, et c'est l'aspect constructiviste que tu mettais en avant, et que, quelque part, chacun de ces produits, par l'usage, pas nécessairement en l'apposant, mais par l'usage, peut démontrer sa valeur et sa capacité à créer de la valeur pour la société. Les attributs régaliens d'un État, c'est pas uniquement la monnaie, il y a aussi des attributs un peu coercitifs, justement. Du coup, si on les attribue, si on les confère à des sociétés privées, on bascule dans un autre monde. Mais surtout, comment est-ce qu'on peut... là, ce serait tirer le fil le plus loin possible, et probablement de la mauvaise manière. Mais du coup, à force des choses, introduire une forme d'éthique dans ces monnaies-là, c'est faisable. Alors, techniquement, c'est faisable pour le public et comme pour le privé. Oui. Parce que dans ces cas-là, finalement, ça revient à une forme de contrôle presque central, d'une certaine façon. Ça revient à mettre des règles, et ces règles peuvent être définies par des équipes de marché, des équipes démocratiques. Donc en fait, on n'est pas nécessairement dans une vision étatique au sens classique du terme. Regardez la démocratie aujourd'hui. Je veux dire, un vote universel, quand on élit une personne. Je veux dire, il y a une organisation qui, quelque part, créer un cadre. Il y a un taux de participation très faible. Oui, je dis pas le contraire, mais ce que je dis juste, c'est que historiquement, il y a eu des périodes où ça a marché. Et aujourd'hui, il y a peut-être des raisons pour lesquelles ça fonctionnerait peut-être aux yeux de certains moins bien. Je veux dire, un vote, vous avez une liberté sur votre droit de vote, et tout ça, ça crée un collectif. Il y a un individu qui a une liberté, en général totale, et ensuite, cette liberté individuelle s'exprime au travers d'un collectif. Est-ce que, de la même manière, le même type d'approche pourrait s'exprimer au travers, des thématiques monétaires dans une philosophie démocratique? Oui. Est-ce que le cadre peut être donné par un État sur ce point? Oui.
Mais de la même manière, est-ce que ça pourrait être fait au sein d'une structure privée qui aurait la volonté de donner une énergie, éthique ou haute politique à une monnaie? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut le faire? Moi, je pense qu'il faut des complémentarités de monnaie et donc il peut avoir cette option qui apporte de la valeur à la société. On va revenir dans la dernière partie sur ce que la monnaie pourrait être dans le futur. On va passer à la troisième partie, monnaie et géopolitique. Monnaie et géopolitique, puisque, on le sait tous, le dollar vacille, même si c'est très léger encore, c'est ça, on n'est pas dans des zones de changement total de paradigme géopolitique, économique, même s'il y a une tendance qui commence à se dégager. Est-ce qu'il faut se réjouir tout autant de cet état entre volonté de souveraineté monétaire et crainte d'un monde instable? La dédollarisation soulève une question. Est-ce que la fin de l'hégémonie du dollar est synonyme de liberté ou de chaos? On en est où, Nathalie, de cette mainmise du dollar sur l'économie mondiale? Est-ce que le dollar est encore la monnaie numéro 1 dans le monde? Alors, ça dépend en fait sous quel angle on va regarder. Là, il y avait eu un article qui était assez intéressant il y a une dizaine de jours par le Financial Times, qui effectivement répertoriait les réserves, alors là par les banques centrales, donc les actifs de réserve. Et en effet, aux grandes dames des Européens, finalement, après le dollar qui était à 47%, eh bien, c'était l'or qui suivait. Donc, mauvaise nouvelle, et c'était pas l'euro. En fait, l'or est repassé devant l'euro. Il est passé à 20% et l'euro, c'est 16%. Et ce qui était très intéressant dans ce état des lieux, c'était de noter que l'or, en termes de tonnage, n'avait jamais été aussi haut que la période des années 60. C'est-à-dire qu'on est retourné en termes... Donc là, c'est pas une histoire de valeur, c'est une histoire de tonnage. C'est quoi la différence, du coup? C'est qu'en fait, on détient beaucoup plus d'or, parce qu'il vaut beaucoup plus cher. Mais ça veut dire qu'on est revenu, c'est-à-dire qu'on détient plus d'or, mais pas parce que ça vaut plus qu'avant, mais parce que vraiment, les différents pays veulent en détenir en quantité supérieure. Et c'était ça qui interpellait, c'est-à-dire que on se demande, mais pourquoi autant d'or, étant donné que techniquement, on vous dit que l'inflation, finalement, par rapport à ce qu'il y a pu avoir dans certaines années, elle n'est pas très élevée. Et donc, c'est là où, effectivement, on retrouve cette composante géopolitique très forte, puisque très clairement, la Chine, depuis maintenant 5 ans, échange ses bons du trésor contre de la détention d'or. Donc, au fur et à mesure que son portefeuille de bons du trésor américain s'éteint, eh bien, en fait, elle rachète de l'or à la place. Et ça se voit clairement, puisqu'en parallèlement, on a aussi appris que c'est l'Angleterre qui est maintenant le deuxième détenteur de dette américaine, après le Japon. Et ce n'est plus la Chine qui maintenant devient troisième. Il est quand même passé de plus de 1 milliard en 2011, 12, 13, je crois, à aujourd'hui 750 milliards. Donc, plus de 1000 milliards, excusez-moi. Il est descendu sous les 1000 milliards. Il n'est plus qu'à 750 milliards. Et donc, l'Angleterre lui est passée devant à quelques 20 milliards près. Enfin, bon, voilà. Donc, on voit bien que c'est tout à fait cohérent. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, il baisse dans leur détention. Pourquoi la Chine fait ça? Effectivement, ici, c'est clairement pour un rejet du dollar et dire, voilà. Pour être moins soumis aux sanctions américaines. Je rappelle que dès qu'on achète un produit, une matière première en dollars, on est soumis de facto la justice américaine. Et comme elle est exactement, et comme il n'y a pas qu'elle qui a ce même désir de ne pas se retrouver sous sanctions américaines, finalement ça fait un petit club de personnes qui vont détenir autre chose que du dollar et de l'or en particulier qui n'est pas soumis à sanctions. Alors là où on peut être étonné, c'est que en effet on pourrait leur dire prenez du bitcoin, au moins vous pouvez payer avec, alors que l'or il faut quand même le retransformer en quelque chose pour finalement payer, c'est-à-dire que c'est pas une unité de paiement direct. Et donc, c'est ça qui est assez drôle dans ce paysage. Parallèlement, effectivement, je disais que finalement, la dédollarisation, oui, mais pas tant que ça. Pour 2 raisons. Bon, déjà, la chute du dollar, excusez-moi, mais par rapport à l'énormité des annonces qu'a fait Donald Trump depuis sa présidence, finalement, le dollar, honnêtement, il s'en sort bien. C'est quoi? C'est une chute de 10 à 15%. Ça, vous avez vu tout ce qu'il a pu raconter. Je trouve que, finalement, ça résiste bien. Et ça résiste bien, pourquoi? Parce que le dollar reste clé
dans les transactions internationales. Donc SWIFT, voilà, il est basé sur le dollar. Pour les paiements là, interbancaires, hein, tout ce qui est de l'ordre du bancaire, donc des règlements. De toute façon, tous les règlements financiers finissent en règlement bancaire. Donc toute la planète finance, en fait, est ancrée au dollar. Et à nouveau, les marchés financiers qui sont devenus très dominants par rapport aux années 50, parce qu'il y a l'ordinateur qui est passé par là, et effectivement, quand on peut pricer beaucoup de choses, la finance directe s'est énormément développée. Et à cause de ça, effectivement, on a cette prédominance du dollar. Et moi, je ne vois pas de menace sérieuse, étant donné que la Chine n'est pas très financière, enfin, le pouvoir chinois n'aime pas trop la finance, et je ne vois pas d'autres endroits où il y a un relais. En Europe, on est trop disloqué, trop de fragmentation, on n'a pas un marché financier qui peut prendre le relais, et la Chine n'en a pas trop envie, l'Inde, j'ai pas l'impression. Donc, si vous voulez, moi, par rapport à ce constat, et d'ailleurs, ça explique pourquoi la résilience aussi du dollar, c'est que finalement, par rapport à toutes les nouvelles dans tous les sens que Trump a pu asséner depuis qu'il est là, finalement, le dollar n'a chuté que de 10 à 15%. Ça, et c'est parce qu'effectivement, il y a cette résilience du système dollar parce qu'il est partout. 88% des échanges mondiaux. Voilà. Et donc, tant qu'on n'a pas un substitut disponible, qui soit crédible, j'ai bien peur que le dollar demeure. Tu viens de trahir le Bitcoin. Je sais. Je vais me faire... je vais me faire huer. Ce qui apparaît pour moi sur ces aspects de monnaie de référence, c'est une notion d'équilibre et d'équité entre les grandes puissances pour avoir le droit d'imprimer monnaie. C'est-à-dire que, je veux dire, la capacité à avoir une force d'une structure financière, que ce soit pour la Chine, pour la Russie, pour l'Europe, pour les États-Unis, pourquoi pas pour l'Afrique, l'Amérique latine, c'est quelque chose qui, dans une logique, je dirais, les logiques historiques de l'Occident, devrait exister. Donc en fait, est-ce que le dollar devrait quelque part être plus faible ou plus fort ? Il est extrêmement hégémonique, il l'est moins aujourd'hui, il faut être honnête que un certain nombre d'acteurs en Chine. Il est remis en cause, mais dans les faits, comme l'a dit Nathalie, 88% des échanges mondiaux. Donc, non, mais on est d'accord. On est d'accord que dans le commerce international, la nation principale, c'est la dollarie, c'est les dollariens. Donc, je veux dire, ça continue à s'inscrire dans cette logique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avoir plus d'équité dans la capacité, quelque part, à faire commerce, à faire finance et avoir des étalons monétaires de référence, avoir une diversité dans un jeu d'équilibre, c'est peut-être quelque chose qui peut être souhaitable. Et c'est l'objet du projet BRICS monétaire qui peut amener à des équilibres, je dirais, probablement souhaitables si on est dans une logique d'équité et de fraternité. Donc en fait, il faut plus de monnaie. Ce que vous nous dites, c'est que... Non, pas nécessairement en quantité. Mais je veux dire... Non, il faut une pluralité de monnaie. Moi, je suis pour la diversité, la pluralité et les équilibres. Plus adapté au... Je ne suis pas pour un eugénisme, un caractère monolithique sur toute une planète d'un pouvoir qui peut être positif. De toute façon, c'est pas le cas. Ça l'est moins aujourd'hui, mais disons qu'il y a eu une volonté assez eugéniste, quelque part, du dollar, et toute forme de contestation de sa supériorité, qui est réelle, aboutissait à des choses, que ce soit pour des nations ou des individus, qui n'étaient pas toujours très positives. Donc c'est une nécessité politique, finalement, la dédollarisation ? Pas de dédollarisation, mais l'équilibre entre des grandes puissances économiques, des grandes puissances humaines. Je pense qu'en tout cas en France, je veux dire, l'égalité, la fraternité qui s'exprimerait au travers d'une idée d'équité entre les grands étalons monétaires, elle est inscrite dans notre ADN philosophique. Nathalie, un monde sans hégémonie monétaire, justement, c'est pas synonyme de chaos ? Alors, dans le monde de la monnaie, c'est là où effectivement je serais... Je n'accroche pas trop, enfin, je n'achète pas trop l'argument de la pluralité monétaire large. C'est qu'effectivement, il y a des économies de réseau en monnaie. Donc, effectivement, voilà, plus une monnaie est utilisée, plus elle est utilisée. C'est comme pour les réseaux sociaux. Hein. Donc, on a ce qu'on appelle les économies de réseau, ce qui fait qu'effectivement, on a souvent une qui va dominer les autres. Et donc, c'est difficile d'en avoir plusieurs en même temps sur le même plan. C'est-à-dire, il y en a une qui est toujours un peu au-dessus. Voilà. Et donc, elle domine. Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle les économies de réseau. Alors, effectivement, l'interopérabilité peut être un moyen de rétablir des usages avec des représentations différentes sur un même réseau. Alors, par exemple, pour essayer de vous faire comprendre ce à quoi je veux en venir, c'est que il y a très longtemps, quand il n'y avait pas de banque centrale, les banques émettaient des billets.
qui étaient des billets de représentation de l'or. Donc, c'était, au lieu d'avoir de l'or qui n'est pas pratique, on avait un billet. Et c'était le nom des banques qui était dessus. Et très vite, effectivement, les banques ont compris qu'elles gagneraient mutuellement, en fait, à s'accepter à un contre un sur leur réseau. Parce que, en fait, plus vous acceptez en circulation, plus vous, comme vous permettez à vos clients d'aller n'importe où avec le billet, c'est quand même mieux que d'avoir à changer tout le temps. Et voilà. Donc, si c'est le sens de la pluralité, oui, on peut effectivement, avec l'interopérabilité, avoir ce mix de pluralité avec un même réseau. Mais différents réseaux, il y en aura un qui sera dominant, en tout cas. Si on regarde le monde du sport... Donc finalement, par la force des choses, c'est synonyme. Il y aura une domination. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres. C'est comme les monnaies aujourd'hui. C'est-à-dire que l'euro est bien là, mais elle n'est pas au niveau du dollar. Oui, c'est sûr. Yann, vous allez dire. Non, moi je suis d'accord avec Nathalie sur le fait qu'il y a toujours une domination, mais on voit dans le monde du sport. Il y a toujours un club qui il n'y a pas d'économie de réseau à ce point-là. C'est quand même un peu. Mais je veux dire, dans les supporters ou les usages. Dans le sport, il y a une équipe leader, et puis ça change au gré des vents. Et il y a de la compétition. Et chaque club a sa philosophie, a sa vision, en tout cas historiquement, c'était construit comme tel. Donc de la même manière, si on est un démocrate, moi je pense qu'il faut quelque part qu'il y ait une diversité pour jouer cette compétition monétaire. Historiquement, l'ordre du dollar a voulu dire il n'y a pas de compétition si vous voulez, exprimer une équité ou un équilibre. Alors les choses se passeront relativement mal. Et c'est ce qui s'est prouvé au travers de l'histoire, différents exemples de guerre ou autres. Moi, je pense que si on respecte les fondamentaux démocratiques ou républicains et les grandes philosophies associées de l'Occident, alors on doit accepter une certaine concurrence, un certain équilibre, une certaine équité. Après, qu'il y ait un classement ensuite qui se fait, oui, mais moi, je ne suis pas pour l'eugénisme, disons, a priori. Ok, mais du coup, par la force des choses, si je comprends bien, si l'hégémonie du dollar, finalement, est synonyme, malgré tout, de domination, et notamment de domination politique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux risquer un peu d'instabilité plutôt que la perpétuation d'un système que beaucoup et de plus en plus considèrent comme injuste? Moi, je pense qu'il faut... L'initiative du BRICS monétaire, c'est quelque part de tenter, au travers de la Chine, de l'Inde, de la Russie, de l'Afrique du Sud, du Brésil, de créer une forme de concurrent au dollar, pour pouvoir défendre aussi leurs intérêts. En tout cas, c'est exprimé comme tel. Tenter de trouver un équilibre. Est-ce que différents étalons monétaires fiat sont possibles? Il est probable, en sachant, comme tu le disais Nathalie, il y a un étalon qui s'impose aujourd'hui, c'est l'or. Et là, les choses sont claires. Donc l'étalon, je dirais, international, il existe déjà. Et donc, sur ces bases, les monnaies qui sont construites sur ces bases, est-ce qu'elles peuvent avoir une diversité? Moi, j'ai tendance à croire que être dans des logiques de fraternité, c'est accepter que l'OM puisse jouer quand le PSG joue et vice-versa. Et donc, je pense que ça me semble essentiel de ne pas être dans une vision monolithique. Pourquoi? Parce que si on est dans une vision monolithique, il peut y avoir des excès de pouvoir qui se créent, des excès de politique, et tu le mettais en avant tout à l'heure au travers du pouvoir régalien du dollar, et ça peut amener à des excès. Donc, quelque part, ce travail d'équilibrage, de concurrence, il est profondément démocratique. Il a accès dans les fondamentaux de l'économie occidentale et l'Occident. Et je pense qu'il doit pouvoir s'exprimer physiquement au-delà des qualités et des défauts que ça peut avoir. Mais ça a aussi des qualités. Et la technologie actuelle est capable de résoudre ce problème de stabilité? Exactement. Via justement ces monnaies qu'on appelle conscientes, que vous caractérisez, qui sont caractérisées comme conscientes. C'est un autre sujet. Je veux dire, on a un étalon mondial qui est l'or. Ensuite, on pourrait avoir différents étalons du commerce international, qui pourrait être le dollar, un BRICS monétaire ou d'autres éléments, dans un respect de la concurrence. Ensuite, des monnaies conscientes ou des monnaies intelligentes, elles n'ont pas vocation à être un étalon tel que l'or, voire le Bitcoin, à certains égards, au travers de leur numérique, qu'il devient partiellement, mais elles ont vocation à être des outils constructivistes, pour reprendre ce que tu dis, des outils qui sont en capacité d'exprimer une certaine politique, au travers d'une économie plus ou nationale, ou locale, ou régionale. Moi, je crois beaucoup à l'équilibre entre, je le mettais en avant, entre la verticalité et l'horizontalité, de la même manière, l'équilibre entre le local et le global. Avoir un étalon international, c'est très bien. Avoir la capacité à s'exprimer en localité, c'est bien. Et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Et ce que les technologies nous permettent de faire, c'est de créer cet équilibre entre différents produits monétaires,
au sens quasi littéral du terme, ça doit être fait dans un cadre, mais entre des produits de localité, des produits de globalité, et de créer un écosystème du vivant monétaire, en quelque sorte. Quand on regarde la Terre, les systèmes purement monolithiques en termes de composition, c'est des déserts, c'est le fond des océans, enfin pas le fond absolument, mais c'est les océans. Je veux dire, si tu veux de la vie, il faut une diversité d'outils, de biotopes, de formes de vie. Et je pense que la monnaie, qui joue un rôle essentiel dans nos vies humaines, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, elle devrait, quelque part, avoir différentes expressions de vie, expressions de fonction, expression de forme et expression de pouvoir. Et c'est ce que le vivant nous montre autour de nous. Donc, pourquoi, parce que le vivant nous montre, pourrait pas s'exprimer au travers de la communauté humaine et de la monnaie, surtout. Et de la monnaie, qui est un des outils étalons et équerre, quelque part, de cette activité. Mais Yann, on en parlait la dernière fois que vous êtes venu sur le plateau de Téléfinance, on disait que dans le monde a basculé en 2025. Ça fait une vingtaine d'années qu'on n'avait pas vu ça, mais il y a plus de régimes autocratiques que de régimes démocratiques dans le monde actuellement. 70% de la population vit dans ce que l'on caractérise, ou ce qui est caractérisé par un think tank suédois, d'autocratie élue. Par la force des choses, est-ce que ces 70% de la population mondiale ont envie d'avoir une monnaie qui prenne en compte les intérêts du pays voisin, alors que ces autocraties, il y a un mouvement souverainiste, une vague souverainiste dans le monde actuellement. Est-ce que par la force des choses, penser à son voisin, c'est à l'ordre du jour actuellement? Je vais te dire, non, pas nécessairement, mais pas plus que, je dirais, l'école de... Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement des monnaies programmables locales qui prennent en compte les intérêts locaux et non pas les intérêts démocratiques, les intérêts... parce que vous parlez des BRICS, vous faites souvent référence aux BRICS, mais pourquoi elles n'y arrivent pas? Alors, elles se sont réunies en décembre dernier et... Il y a quelques désaccords entre eux quand même. Bien sûr. Ouais, c'est ça, exactement. Qui ne s'accordent pas bien. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte que la question était plus celle des institutions qu'il fallait créer pour pouvoir créer une dynamique autour de ces BRICS, plus qu'un système monétaire commun. Et comme l'a dit Nathalie, de toute façon, il n'y a pas de SWIFT BRICS. Du coup, il y en a un chinois, mais qui est encore, qui est pas encore totalement utilisé. Quand même. Mais est-ce que justement, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce principe de monnaie commune, c'est parce que justement leurs intérêts communs, individuels, sont bien trop exacerbés? Mais vous prenez un groupe de 2 individus sur des sujets sensibles, il y aura toujours des désaccords. C'est vrai partout dans le monde. Et comme le dit Nathalie, il y en a un qui dominera l'autre. En tout cas, il y aura parfois des équipes, parfois des dominations. Mais ce que je mets juste en avant, c'est que quelque part, la vision entre l'équilibre entre de la verticalité, de l'horizontalité, le collectif et l'individuel, il s'inscrit dans une volonté politique. Est-ce que quelque part, cette recherche d'équilibre, elle est nécessairement naturelle? Non, elle demande une intention. Sinon, on aurait toujours une royauté despotique en France, probablement. Donc, elle demande un effort. Donc, est-ce que cet effort d'équilibre entre différentes forces, entre différents intérêts est nécessaire? Pour moi, c'est l'esprit de la démocratie. Et par rapport à ces sujets qu'on a évoqués, c'est-à-dire les notions de contrôle, les notions de liberté, des notions d'équilibre, moi, je voulais vous partager un point qui est très intéressant, qui est celui d'un des pères fondateurs des États-Unis, Abraham Lincoln, donc avec cette statue qui pèse dans l'architecture de Washington. Et moi, je voulais vous partager un article d'un magazine qui s'appelle La Chaîne d'Union, le numéro 64 d'avril 2013, où ils écrivent « Lincoln l'écrit, le proclame, et favorise l'essor du capitalisme. Le travail est supérieur au capital. La première internationale socialiste réagit à cet appel, en particulier lors de la campagne présidentielle de Lincoln. Les textes existent concernant le dialogue qui s'institue entre Karl Marx et le futur président. » Abraham Lincoln qui échange avec Karl Marx. Je continue. En ce temps-là, Karl Marx collaborait au New York Times. Le philosophe allemand participe régulièrement au New York Tribune, fidèle soutien lincolnien. Nous sommes à l'aube d'une révolution démocratique américaine. Certes, Abraham Lincoln n'est pas un marxiste, mais il veut corriger le déséquilibre entre le capital et le travail et déclare « La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». C'est un extrait, mais c'est la base de l'Occident. Vous pouvez nous rappeler la date? Quelle est la date de cet écrit? Alors, la date de l'article, moi, je ne sais pas quand... Non, de cet échange entre Lincoln... Je n'ai pas la date on est à la fin du 19e siècle, à peu près, globalement, ouais. Oui. Okay. Je dirais même plutôt le milieu du 19e. Ok, au milieu du 19e. On est au début du 21e siècle. Mais non, mais malgré tout, imaginez aujourd'hui que ce que l'histoire nous apprend, c'est la base de nos démocraties occidentales, et aujourd'hui, on sait qu'on a un certain nombre de questionnements
notamment monétaire, sur comment dire, la base de la démocratie occidentale. Parce que là, une des bases de la démocratie occidentale nous apprend au travers d'Abraham Lincoln, c'est qu'il y a un échange entre des personnes qui pensent probablement différemment, mais ils mettent en avant, quelque part, l'importance de la démocratie, du collectif. Et aujourd'hui, ces choses-là ont été peut-être, à certains égards, perdues. Ces notions de fraternité de même au niveau monétaire, est-ce qu'elles n'ont pas été un peu perdues? La recherche d'un équilibre, c'est quelque chose de compliqué, on le sait nous-mêmes dans la vie. Mais je pense que ces inspirations, qui nous viennent certes du passé, d'un siècle et demi, 170 ans en arrière, mais devraient nous donner l'envie, dans une période où on pense qu'il peut y avoir des déséquilibres, de chercher des équilibres. Mais est-ce que justement cet équilibre, Nathalie, on ne pourrait pas le retrouver dans ce qui finalement fait un peu que tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire la croissance de l'emploi, la stabilité des prix? Oui, c'est là d'où vient aussi le désaccord. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, en fait, la vision, en tout cas l'analyse plus libérale de la monnaie, c'est de dire qu'en fait, elle est née pour résoudre des problèmes. Donc, il n'y a pas d'intentionnalité, comme l'exprime Yann. En fait, dedans, il n'y a pas, on veut pas le bien général ou la fraternité. En fait, c'est pas qu'on... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de nécessaire, il n'y a pas d'intentionnalité. C'est juste que ça résout des problèmes. Donc, en effet, pourquoi pas avoir un projet de monnaie locale où quelqu'un met un smart contract qui inclut certaines, je sais pas moi, des prix du carbone dedans enfin voilà, il n'y a pas il y a pas de problème dans des projets monétaires qui seraient lancés. Ce que je pense les libéraux veulent souligner, c'est qu'en fait, pour avoir une monnaie qui est largement acceptée et utilisée par beaucoup de monde, en fait, on ne peut pas avoir des codes sous-jacents qui soient totalement différents, parce qu'ils ne pourront pas s'imbriquer ou s'imbriqueront difficilement. Donc, en fait, la monnaie de demain, elle reste, rien va changer. En fait, oui. Juste l'accélération des transferts d'argent, l'accélération de la circulation de la monnaie. En fait. Une des points fondamentaux, c'est de dire quand la monnaie, elle est là pour aussi, donc, bien évidemment, faire des transactions et évaluer des projets. Et lorsqu'elle évalue des projets, faut comparer les projets. Donc, il est certain que ça plaide en faveur de modèles qui sont plutôt homogènes. Mais ça ne veut pas dire, à nouveau, qu'on ne peut pas avoir de l'hétérogénéité à certains niveaux. Par contre, pour des monnaies qui ont un scope, en fait, plus généraliste, je pense donc, que... il faut une pluralité des monnaies. Enfin, il faut, oui, de toute façon, on se dirige vers une pluralité des monnaies dans l'approche libérale, on a une approche concurrentielle où c'est plutôt... Il n'y a jamais eu de nécessité. Enfin, ça a toujours été pour la pluralité, justement. Et c'est plutôt le reproche que les libéraux adressent en fait à l'économie actuelle, c'est plutôt que les banques centrales ont mis la main et indirectement l'État sur la gestion monétaire avec une volonté politique, ce qui n'est pas du tout pour les libéraux. La monnaie est avant tout une marchandise de marché. Alors que pour vous, Yann, le système monétaire doit être coopératif, transversal, horizontal. Moi, je suis d'accord avec ce que met en avant, mais c'est Nathalie à chaque fois, mais moi je pense que la dualité, la diversité est importante. Donc avoir des monnaies dites libérales qui soient des agents neutres de paiement de type l'or, c'est très bien. Mais avoir une diversité de pouvoirs d'action, c'est très bien. Et avoir des monnaies d'orientation politique au niveau local ou régional ou voire même national. C'est très bien, ça existe déjà. Au travers des... il y a des villes, alors je n'en citerai pas, mais il y a des villes qui utilisent des monnaies locales. Il y a des villes qui... Ça commence à émerger un peu de plus en plus. C'est vrai, il y a la Sardaigne, je crois, notamment, qui réalise... Je pensais à Montreuil, moi, avec l'abricot ou la pêche. Oui, alors, la difficulté aujourd'hui des monnaies dites locales, c'est qu'on ne peut pas créer monnaie à proprement dit. On est obligé de mettre en réserve l'équivalent de ce qu'on crée. C'est un stablecoin, en fait. C'est ça. Mais un stablecoin qui a des propriétés. C'est un stablecoin dont on met l'intégralité de la valeur émise dans un compte en banque. Donc, si tu veux émettre 1 million, tu es obligé d'avoir 1 million à mettre en banque. Donc, ça limite énormément le développement de l'économie locale ainsi. Donc, je veux dire, c'est quand même extrêmement... Il n'y a pas de création monétaire, en fait. C'est juste un moyen de paiement. C'est un stable. La pêche, c'est un physiquement, il n'y a pas de création monétaire. Donc, tu ne vas pas vraiment, à proprement dire, activer une énergie de localité. C'est pas un système monétaire. C'est pas une monnaie activiste, de ce point de vue-là. Parce qu'elle ne crée pas monnaie. Sur cette question, moi, je trouve de l'intentionnalité de l'argent
Et je voulais partager ça. Alors ça va La vous faire Bible. rire. Attention, la Bible. Non, mais c'est pas pour, c'est pour pas philosopher au sens strict. Philosophons avec vous, Donc, Père Yann. là, c'est la Bible. Frère Yann. Alors, bon, je ne sais pas s'il faut m'appeler frère Yann, mais je ne suis pas encore dans les ordres. Mais je Ça veux va dire, pas tarder. mais d'un point de vue philosophique, dans Mathieu, qui est le saint patron des banquiers, malgré tout, moi je fais partie d'une banque où il y a un respect pour certaines Il avait sa petite croix Saint-Mathieu, mais aujourd'hui, il ne l'a pas mise. D'ailleurs, j'ai réalisé ma première expérience bancaire, place Saint-Mathieu, dans une cité bretonne. Très bien. Et qu'importe. Dans Matthieu, on nous dit nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un, ou aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Je ne suis pas en train de convoquer la religion. On a un droit de lever, on se pose la question. Je suis pas en train de questionner à proprement dit, le rapport qu'il y a entre une certaine idée de l'absolu et l'argent. Mais quelque part, poser des questions sur un étalon monétaire ou un produit monétaire qui pourrait mettre en perspective d'autres philosophies qu'une philosophie purement minérale, mais avoir aussi une philosophie organique, plus humaine peut-être, plus vivante, ça pourrait faire sens. J'ai tendance à croire que oui. Après, ça reste une question ouverte. Les libéraux ont une vision finalement assez peu libérale, parce qu'ils sont pour la liberté de l'argent d'une manière assez uniforme. Non, pas dans uniforme. ma perception. Dans ma perception. Parce que c'est l'anti-banque centrale, donc par définition, c'est la pluralité. Mais ma vision, elle est une vision de diversité de produits, diversité de clergé, en quelque sorte, monétaire. Ce que vous disiez et voilà. Donc je crois à quelque part la capacité de la monnaie à pouvoir exprimer différents besoins, différentes personnalités, différentes âmes. Une fragmentation de système monétaire, en fait. C'est pas nécessairement fragmenté, mais c'est une harmonie de différentes couleurs, en quelque sorte, monétaires, de spectres d'âmes monétaires qui peuvent s'exprimer. C'est le chaos, du coup. Voilà, la différence, c'est qu'on ne prête pas d'intentionnalité à la monnaie chez les libéraux. C'est vraiment problème solving. Alors que, Yann, a priori, ça doit répondre à des problématiques sociétales. Voilà, alors que effectivement. C'est pour ça qu'on a cette fausse idée de la neutralité, c'est parce qu'en fait, on ne lui prête pas d'intention. Elle n'est là que pour résoudre des problèmes. Et après, celle qui est le mieux, en tout cas, qui résout mieux le problème, c'est celle qui émergera comme la plus utilisée. Mais ça n'exclut pas d'autres. C'est simplement que par le jeu des transactions, c'est celle-là qui va être le plus utilisée que les autres. C'est tout ce que... Et c'est comme ça qu'il faut interpréter ce qu'on peut appeler la neutralité. Voilà. Mais qu'on a vu comme relative. Et qui peut être questionnable. Et on se posera la question la prochaine fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nathalie Janson, professeure associée chez Noma Business School, spécialiste des questions monétaires et des banques centrales notamment, et des crypto-monnaies également. Yann, vous êtes spécialiste des questions économiques, spécialiste des questions bancaires et entrepreneur qui se pose des questions. Et biblique. C'est philosophique. Philosophique qui s'interroge la sur Bible l'absolu. Bible nous dit de poser des questions sur ces bases-là. Donc, posons-nous des questions et c'est ce qu'on fait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir.